Morteuil. Bonjour Sandrine. Alors c'est un grand honneur de vous recevoir après avoir lu votre ouvrage, le guide de la consommation durable, prends soin de soi et de la planète. Tout un programme en ce moment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de se lancer dans ce guide? Je crois que c'était pas vraiment volontaire au début quand j'ai commencé à l'écrire. J'ai surtout repris quelques années d'études, principalement dans tout ce qui était gestion environnementale, mais également beaucoup d'études liées à la santé, comme la nutrition par exemple. Et au fur et à mesure, j'apprenais tellement de choses, je trouvais ça passionnant. Je n'avais pas envie de le garder pour moi et l'idée était de pouvoir partager ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences que j'avais acquises. Mais c'est devenu un bouquin de cette épaisseur-là et de cette ampleur parce qu'il y a énormément de matière que j'ai appris ces dernières années. Et donc, c'était véritablement l'envie de partager pour que les gens aient des bons outils pour aussi pouvoir faire leur propre transition. Alors vous évoquez différents chapitres, différentes thématiques évidemment, et on parle d'alimentation, on parle de la mer, on parle de l'eau, on parle des cosmétiques, on parle de tellement de choses. Alors pour la première fois, on se retrouve devant un ouvrage qui est assez dur parce que quand même c'est compliqué ce qu'on est en train de traverser pour cette planète, mais vous donnez des solutions et vous donnez des options possibles avec des alternatives de consommation différentes. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez par exemple pourquoi c'est important de consommer moins de viande dans tout ce que ça représente. La viande, c'est un sujet quand même délicat parce que ça fait partie de notre vie depuis de nombreuses générations. Mais aujourd'hui, avec le nombre de personnes qu'on est sur la planète, la production de viande nécessite également de la production céréalière, nécessite une énorme quantité d'eau et par déduction également beaucoup de déforestation du fait qu'il faut pouvoir produire du soja ou d'autres protéines. Et donc, dans le cas où on était moins nombreux, cela passait encore, mais aujourd'hui, avec autant de milliards d'habitants, on ne peut plus se permettre de manger de la viande comme on le fait. Sans compter qu'en plus de cela, la consommation de viande rouge n'est pas bonne pour la santé. Et l'OMS le dit également, on en mange beaucoup trop, ce qui provoque des maladies cardiovasculaires, entre autres, et peut-être même d'autres maladies qui seraient sous-jacentes. Donc la consommation de viande est ni bonne pour la planète, ni bonne pour la santé, ni bonne non plus pour le nombre de personnes qui n'ont pas suffisamment de quoi manger, comme en Afrique par exemple. Après avoir parlé de la viande, j'aimerais qu'on parle aussi du textile, parce que là vous m'avez donné des informations qui m'ont un peu déstabilisée. Pour la fabrication d'un jean, il faut 8000 litres d'eau. Ouais. 8000 litres d'eau. Alors on n'ose pas imaginer ce que représentent les colorations des cotons, des textiles. Là, c'est quand même un choc. Oui. Ça consomme beaucoup d'eau, principalement parce que le coton est une culture qui est extrêmement demandeuse d'eau. Pas que d'eau, de pesticides aussi, malheureusement. Il y a très peu de producteurs de coton en Europe. Donc la plupart du temps, ce sont des productions qui sont faites en Asie. Et en plus de cela, non seulement elles consomment énormément d'eau, mais en plus de ça, elles polluent l'eau aussi par les teintures, comme vous le disiez, qu'il faut utiliser des teintures qui sont des teintures synthétiques pour la plupart du temps et qui polluent énormément l'eau jusqu'à polluer la nappe phréatique dans les pays en Asie. Donc il existe de nombreuses solutions pour ne plus nécessairement devoir acheter des vêtements autant polluants, des matériaux qui sont plus intéressants ou alors d'acheter différemment et pas du neuf, entre autres. Oui, parce que vous nous donnez en plus des adresses d'endroits où on peut acheter effectivement des affaires qui ne sont pas aussi polluantes. Donc il y a quand même une perspective d'ouverture et d'espoir. Il y a quand même des possibilités. Oui, il y en a vraiment et de plus en plus. Et je crois qu'on est assez bien placé en Europe parce qu'on a des cultures comme la culture de chanvre ou de lin qui sont des cultures françaises et belges. Et c'est un matériau super intéressant parce qu'il peut être utilisé pour le textile, mais également pour l'isolation dans les maisons ou encore comme alimentaire. On peut manger des graines de chanvre par exemple. Et donc c'est une plante qui est super intéressante parce qu'elle pousse sur nos latitudes, qu'en plus de cela, elle consomme très très peu de pesticides et elle est captatrice de carbone. Donc là, on ne s'est pas trouvé mieux. C'est vraiment une plante miracle. Ce qui est positif, c'est que de plus en plus, je pense, les industries et les gouvernements s'en rendent compte.
Donc ils investissent dans les cultures de chanvre et de lin, que ce soit pour les vêtements ou même pour les draps de chanvre par exemple. Mais il y a encore quand même une grande marche d'amélioration et il faudrait qu'on s'oriente de plus en plus vers ce genre de matériaux-là. Et alors il y a aussi un sujet qui m'a beaucoup interpellée, ce sont les cosmétiques. Parce qu'en tant que femme, évidemment, on est coquette, on a envie d'être à son meilleur et le maquillage est une bonne option. Et là évidemment, là dans votre livre, est-ce que vous pourriez nous en parler, des cosmétiques? J'avoue que moi, ça m'a fait peur aussi en découvrant, parce que je ne suis pas chimiste à la base et le fait de ne pas comprendre ce qu'il était indiqué derrière chacun de mes cosmétiques, pas seulement derrière des maquillages, mais même ne fût-ce que derrière un shampoing ou un savon, le nombre d'ingrédients, c'est hallucinant. Et donc, au tout début, j'ai commencé, comme je crois beaucoup de personnes le font, avec des applications qu'on peut mettre sur son smartphone qui nous aident à pouvoir lire les ingrédients et à nous indiquer quand il est soit mauvais pour l'environnement, soit mauvais pour la santé. Et donc, j'ai commencé comme ça, mais de jour en jour, quand je scannais, je me rendais compte que finalement, il y avait toujours dans chacun de mes produits, même des produits labellisés bio, ou que je trouvais en magasins qui étaient censés être des magasins meilleurs pour la santé, il y avait toujours des ingrédients nocifs pour la santé. Donc, je me suis dit, il va falloir trouver une autre solution. Pourquoi pas retourner à des bases? Et on a de nouveau de la chance en Belgique d'avoir de nombreux endroits où on peut suivre des ateliers cosmétiques, où on peut apprendre à les faire soi-même, ou alors les acheter en vrac, dans certains endroits à Bruxelles également et même en Wallonie. Et là, on a la garantie qu'il n'y a que 3, 4, 5 ingrédients maximum qui sont utilisés, qui sont naturels et donc bien meilleurs pour la santé. Donc c'est quelque chose qui, je crois, aujourd'hui ne peut plus passer inaperçu, que ce soit pour les maquillages ou pour le reste des cosmétiques, et même pour les crèmes ou des lotions pour les enfants aussi, qui moi, m'ont vraiment halluciné. Alors, dans votre livre, qui est absolument génial, nous avons à la fin du livre un petit guide avec vos produits, vos sites et vos adresses. Et ça, c'est génial, parce que si on a envie de faire attention à soi et à la planète, eh ben, on a des possibilités et vous nous donnez toutes les options que vous avez cherchées vous-même, que vous avez, j'imagine, essayé ou contacté. Et là, vous nous rassurez parce qu'il y a quand même le champ du possible qui s'ouvre. Oui, c'est vrai que je ne voulais pas m'arrêter à un livre théorique et scientifique qui ne faisait que donner des constats, des chiffres et être un peu finalement dans le dramatique. Et je me suis dit, une fois que tous ces chiffres sont exposés, que la matière est comprise et qu'on prend conscience de l'impact et sur l'environnement et sur la santé, la deuxième partie, c'est d'également avoir les alternatives et les outils et savoir où se procurer aussi ces alternatives. Parce que je ne voulais pas que les gens doivent commencer à faire eux-mêmes les recherches sur Internet, sur des sites ou de commencer à aller se renseigner. Je me suis dit pourquoi pas simplement partager les marques, les endroits, les sites internet que moi-même j'ai testés, que j'ai analysés, dont je suis convaincue. Et le but était vraiment de mettre toutes ces adresses-là à la fin, pour chaque chapitre aussi, comme ça tous les sujets étaient abordés. Le but, c'est que cette liste puisse aussi s'agrandir dans les années à venir, parce qu'il y a toujours des nouvelles marques ou des nouveaux produits qui sortent et qu'ils s'améliorent de plus en plus également. Et donc, j'avais comme projet, et ça c'est encore en cours, de pouvoir régulièrement les mettre à jour sur un site internet. Alors, j'ai une question, parce qu'évidemment, j'imagine que vous suivez tout ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que les gens que vous contactez ou les études que vous publiez ou les gens que vous rencontrez sont en train de faire changer les choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va faire que les gens vont consommer autrement en fait? Oui, moi je travaille plutôt dans l'industrie, donc dans une société privée où je donne du conseil. Et je me rends bien compte que de plus en plus, les personnes, les employés et les managers de ces plus ou moins grosses entreprises se posent des questions et veulent améliorer leurs produits et leurs processus. Ce n'est pas toujours évident parce que parfois la demande du consommateur ne suit pas à la même vitesse et ils n'ont pas envie de perdre non plus des consommateurs. Donc je crois que pour l'instant, on voit sur le niveau professionnel des entreprises et à la fois au niveau des consommateurs deux mouvements
qui sont en train de se passer, de prise de conscience et d'envie de faire mieux. Mais on sent bien également que les gens n'ont pas envie de changer leur confort, n'ont pas envie de devoir faire des dépenses économiques si c'est pour être plus écologique ou meilleur pour la santé. Donc je crois qu'il faut encore peut-être faire passer davantage le message qu'être plus écologique ou en tout cas consommer de façon plus consciente pour sa propre santé ne nécessite pas d'investir davantage et ne nécessite pas non plus de changer de vie ou de devoir arrêter tous ses plaisirs ou de ne plus prendre du plaisir dans la vie. Pas du tout. Au contraire, il y a des choses que l'on redécouvre et qui sont beaucoup plus enrichissantes après avoir fait une véritable transition écologique. Mais donc je trouve que le mouvement n'est pas assez rapide. Non, il y a malheureusement pas encore cet effet d'urgence. Et pour les gens qui n'en ont pas encore pris conscience, je crains que le choc soit grand le jour où ils se rendront compte qu'on est vraiment à la limite. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne peux que vous conseiller de vous procurer au plus vite ce guide de la consommation durable parce que c'est une urgence et c'est surtout d'utilité publique. J'espère que les gouvernants et les politiques vont pouvoir le lire au plus vite et faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup Sandrine, c'est gentil.